Ce lundi 13 septembre, José Luis Pereira, astronome amateur brésilien, filmait l'entrée dans l'atmosphère jovienne d'un petit astéroïde. Bien que ce genre d'impact ne soit pas particulièrement rare ou exceptionnel, même s'il reste peu régulier, c'est aussi l'occasion, très souvent, d'entendre que Jupiter agit comme une sorte de bouclier pour la Terre. À l'occasion de cet impact, je vous propose de revenir sur cette affirmation et à quel point elle est vraie, mais aussi de revenir sur les précédents impacts enregistrés sur Jupiter. Et pour ça, je vous propose de nous retrouver après le générique. Néanmoins, avant de le lancer, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sinon, vous pouvez aussi partager cet épisode, ainsi que venir discuter en commentaire et le liker. Sur ce, cette introduction est déjà bien trop longue, alors on se retrouve après le générique. Dans la nuit du 24 mars 1993, Caroline et Eugène Schumacher, David Levy et Philippe Benjoya mènent une campagne d'observation depuis l'observatoire de Palomar, en Californie. Leur objectif est de tenter de découvrir de nouveaux astéroïdes géocroiseurs, une famille d'astéroïdes dont les orbites croisent celles de la Terre. Leur observation permettra la découverte d'une comète, Shoemaker-Levy 9, la 9e comète découverte par le duo. Dès l'image qui permit sa découverte, il s'avère très vite que Shoemaker-Levy 9 a un noyau fragmenté. D'autres observations mettront ensuite en évidence le fait qu'elle se trouve sur une orbite très excentrique et autour de Jupiter. Cela fait, alors, d'elle la première comète connue à ne pas orbiter le Soleil. Mais ce n'est alors, pourtant, que le début de son histoire, à nos yeux en tout cas. Très rapidement, il apparaît aussi que la comète va entrer en collision avec Jupiter, ce qui provoque alors un certain emballement, tant dans les médias grand public que dans le monde de l'astronomie. Car, à l'époque, elle s'apprête, tout simplement, à être la première collision enregistrée avec un objet majeur de notre système. De plus, avec le fait qu'elle est composée de plusieurs fragments, allant de quelques centaines de mètres à 1 kilomètre, il est très vite évident que l'impact ne sera pas quelque chose de discret, mais, au contraire, un magnifique spectacle. À l'époque, cet impact est alors particulièrement attendu et anticipé. Pour cette raison, beaucoup de missions tourneront leurs capteurs vers Jupiter, comme Galileo, l'observatoire Keck à Hawaï, ou encore le télescope spatial Hubble. Ainsi, lorsque la comète entra dans l'atmosphère entre le 16 et le 22 juillet 1994, les différents impacts des différents fragments seront extrêmement bien documentés. Cet impact permit aussi, au-delà du magnifique spectacle qu'il fut, d'observer plusieurs phénomènes dans l'atmosphère jovienne. On notera, par exemple, la propagation à 450 mètres par seconde de vagues dans sa stratosphère. Mais,
en pénétrant certaines couches de l'atmosphère et en les perforant, en quelque sorte, ce genre d'impact permet aussi d'étudier les couches plus profondes de l'atmosphère jovienne en ouvrant une très brève fenêtre. Mais la comète Shoemaker-Levy 9 n'est pas non plus un événement unique dans l'histoire de Jupiter. D'autres impacts seront encore enregistrés en juillet 2009, en juin et août 2010, en septembre 2012 et mars 2016, en mai 2017 et août 2019, et enfin en septembre 2021. Excepté les impacts de Shoemaker-Levy et de 2009, les autres n'ont néanmoins pas laissé de traces sombres. Leur taille va en effet en général d'une dizaine à une trentaine de mètres et ne sont donc pas suffisamment importants pour à ce point marquer l'atmosphère. Celui de 2009, en revanche, réussit à le faire avec ses près de 300 mètres contre 1800 pour les fragments de Shoemaker-Levy 9. Avec tous ces impacts, on entend, très souvent, dire que Jupiter agit un peu comme le bouclier de la Terre. Sauf que, ce que l'on oublie de dire, c'est que le sujet est bien plus nuancé. On sait en revanche que les géantes gazeuses ont contribué à stabiliser le système solaire lors de sa formation. Ainsi, leur présence a probablement évité quelques collisions de planétésimaux, de jeunes planètes en formation, avec la Terre. De plus, on suppose également que Jupiter a migré dans sa jeunesse. Elle aurait alors traversé 2 fois la ceinture d'astéroïdes, ce qui aurait contribué à y mélanger les différents petits corps qui la composent. Pour expliquer cette migration, il faut regarder du côté de Saturne. Celle-ci se serait en effet formée un peu après Jupiter, qui aurait alors progressivement migré vers Saturne. Cette théorie, le modèle de Nice, a ainsi le mérite d'expliquer certaines différences dans les isotopes des astéroïdes de la ceinture, qui fut constatée en analysant des fragments de 19 corps qui se seraient formés près de Jupiter et seraient ensuite tombés sur Terre. Mais ceci reste, encore une fois, une théorie. Bien que le passé et la formation de notre système soient un sujet passionnant, dont il faudra parler un jour, cela montre que Jupiter a vraisemblablement eu un impact important sur la Terre et son apparence. D'ailleurs, on suppose également, mais ça reste aussi une théorie, que ce serait la migration des 4 planètes gazeuses de notre système qui aurait causé le grand bombardement tardif. Bien que cette théorie soit la meilleure explication à ce jour, elle ne pourra réellement être confirmée ou infirmée qu'avec l'analyse d'un plus vaste échantillon d'objets de la ceinture d'astéroïdes. Pour ce qui est du rôle actuel de Jupiter, en revanche, c'est beaucoup plus flou. On a longtemps pensé qu'elle déviait beaucoup d'astéroïdes, leur évitant de devenir des géocroiseurs ou de se retrouver sur une trajectoire dangereuse. Notez d'ailleurs que je dis dangereuse, mais les risques d'impact avec un astéroïde de taille conséquente sont extrêmement faibles. Quant à ceux qui nous frôlent, si tant est que ce mot soit valable, ils sont souvent inoffensifs, mais je digresse. En résumé, Jupiter dévie des astéroïdes, c'est un fait. Seulement, de plus récents travaux laissent penser que, si elle a pu en éloigner certains de la Terre, elle a très bien pu en rapprocher d'autres. Ces travaux,
menée en 2007, suggère même que Jupiter pourrait au contraire augmenter le nombre d'objets croisant notre orbite. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule classe d'astéroïdes. Cette étude, par exemple, n'a pris en compte que les centaures, des comètes orbitant entre Jupiter et Neptune. Or, entre la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, les astéroïdes troyens de Jupiter, le nuage d'Oort, les Apollons, les Atons, les Amors et bien d'autres. Chaque famille d'astéroïdes a sa trajectoire, son inclinaison et est influencée par beaucoup d'autres corps du système solaire. Répondre à la question « Jupiter est-elle le bouclier de la Terre ?» par un oui ou par un non est quasiment impossible, car il faut évaluer chaque famille en oubliant, bien sûr, pas les petits vagabonds qui se trouvent entre deux, bien qu'ils soient bien plus rares. En tout cas, une chose est certaine. L'impact survenu il y a quelques jours est l'un des plus observés. Près de 7 télescopes, dont 3 français, ont eu la chance de l'immortaliser, ce qui fait d'ailleurs de lui l'impact le plus observé à ce jour. Cette entrée dans l'atmosphère jovienne est aussi un succès pour le programme DETECT, créé par l'Université de Bilbao et Marc Delcroix, pour citer Ciel et Espace, puisque c'est leur seconde détection après l'impact du 7 août 2019. Et nul doute que de pareils impacts se reproduiront encore d'ici quelque temps et seront de plus en plus observés, et ce avec la multiplication des télescopes amateurs qui jouent ici un rôle important dans leur détection. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.